toutes et à tous et bienvenue à cette série des mots et des notes. Aujourd'hui je vous parle d'un type de partition particulier, le Urtext. Dans la plupart des arts, nous avons une expérience immédiate avec l'objet créé par l'artiste. Par exemple, dans la littérature, la peinture ou la sculpture, vous avez un contact immédiat, soit avec un livre, soit avec la sculpture en elle-même, ou alors avec le tableau que vous pouvez voir sans intermédiaire. Il en est tout autre dans le domaine musical, puisqu'en réalité, vous avez une étape supplémentaire qui est celle de l'interprète. Donc, un compositeur va proposer son message musical qu'il va coder dans une partition, l'interprète lit cette partition et la restitue à l'auditeur, à savoir vous, qui entendez au final cette musique. Cette étape intermédiaire entre le message musical et sa restitution est tout à fait indispensable et donc elle est contenue dans ce qu'on appelle la partition. L'éditeur de musique, à savoir celui qui produit une partition musicale destinée aux interprètes, se retrouve un tout petit peu dans le même rôle que celui du traducteur, c'est-à-dire un médium entre l'œuvre originale et puis le lecteur final. Son rôle est extrêmement délicat puisqu'il se doit d'être le plus fidèle à l'intention originale, comme vous pouvez le voir ici dans une citation de Umberto Eco. Il faut tenter de comprendre comment, tout en sachant qu'on ne dit jamais la même chose, on peut dire presque la même chose. À ce stade, ce qui fait problème, ce n'est pas tant l'idée de la même chose, ni celle de la même chose, mais bien l'idée de ce presque. Jusqu'où ce presque doit-il être extensible ? Umberto Eco précise plus loin le rôle du traducteur, ou dans notre cas celui de l'éditeur. Établir l'élasticité, l'extension du presque, cela dépend de critères qui doivent être négociés préalablement. Dire presque la même chose est un procédé qui se pose, nous le verrons, sous l'enseigne de la négociation. On pourrait dire que la personne qui crée une édition musicale est donc un négociateur entre le message initial et puis évidemment les besoins, les demandes des interprètes qui vont restituer ce message. Les interprètes ont pour ce faire 4 types de partitions à leur disposition dont on va examiner le détail ici et dont la fameuse édition Urtext fait partie. Le premier type d'édition, le plus simple, est ce qu'on appelle le facsimilé, à savoir une reproduction photographique d'une source. Dans un facsimilé qui fait donc une photo d'un manuscrit autographe ou d'un manuscrit secondaire, évidemment tous les éléments d'origine sont présents puisque c'est simplement une reproduction. On a toutes les nuances de notation, la disposition des symboles sur la page, etc. Toutefois, on peut être confronté à de nombreux problèmes en jouant directement sur des facsimilés. On a évidemment des difficultés à lire certains systèmes de notation anciens qui ne sont pas du tout exactement comme le solfège moderne. Et puis on peut avoir des sources qui sont très mal conservées. Vous voyez ici un exemple notamment de l'encre qui a fait un trou par acidité dans le manuscrit, ou bien une autre page où à force des siècles qui ont passé, une grosse partie de la musique et du texte ont simplement disparu de la page. On a quand même pour de nombreux compositeurs des autographes, c'est-à-dire des manuscrits de la main de l'auteur même, extrêmement bien conservés. Vous voyez ici par exemple la première page de la Messe en si de Johann Sebastian Bach, qui est tout à fait lisible. C'est moins le cas pour d'autres compositeurs qui avaient une écriture difficilement lisible par les éditeurs et par les interprètes. Vous voyez ici un extrait de la main de Beethoven, où on a évidemment beaucoup de choses qui sont tracées, beaucoup de choses qui sont changées et puis beaucoup de choses qui sont difficiles à lire. Il y a évidemment autant de cas particuliers que de compositeurs particuliers, mais le principal défaut des facsimilés, s'ils sont bien conservés, c'est qu'évidemment ils peuvent contenir beaucoup de fautes, et donc les cas sont trop nombreux pour les énumérer ici, mais vous pouvez avoir des décalages de tierces, des clés qui sont fausses, des notes qui sont fausses aussi. C'est évidemment pas parce que c'est un manuscrit qu'il est exempt de fautes. Le jeu sur facsimilé demande donc un certain nombre de compétences que tous les interprètes n'ont pas, et puis évidemment il faut être capable de repérer ces fautes. C'est pour ça qu'on va créer des éditions imprimées, donc 3 types principaux. Le premier type, c'est ce qu'on appelle l'édition de travail. L'édition de travail a un seul but en réalité, c'est une exécution directe, facilitée, avec toutes les informations utiles qui sont présentées sur la portée. En règle générale, ces éditions sont faites par des grands maîtres, par des grands interprètes. On peut avoir par exemple les sonates pour piano de Beethoven qui ont
ont été faites par Hans von Bülow, ou bien les œuvres de Bach qui étaient d'abord jouées sur des éditions de Czerny ou bien de Busoni. Dans ces éditions, l'éditeur va ajouter tout ce qu'il pense être utile pour restituer au mieux le style d'exécution. Et donc on va ajouter des doigtés, on va ajouter des nuances, des phrasés, toute une série de signes d'articulation. Dans ces éditions de travail, on a donc au premier plan la vision de l'éditeur plutôt que la vision du compositeur lui-même. Si on prend un exemple célèbre d'une sonate en fa majeur de Mozart, vous voyez ici une édition de travail standard, donc avec toute une série de choses qui sont précisées, des crescendo, des pianos, des doigtés, des phrasés. Et puis si on regarde l'autographe de cette même sonate, donc de la main de Mozart, vous voyez qu'on a très peu d'informations. Vous voyez ici en rouge apparaître toutes les choses qui ont été ajoutées par l'éditeur. L'éditeur ne pense évidemment pas à mal, son but c'est ici évidemment de simplifier le jeu des futurs interprètes de ses œuvres en mettant ce qu'il pense être en réalité le style dans lequel il faut exécuter ces pièces de Mozart. Ces éditions sont donc aussi le véhicule d'une certaine tradition qui se fait par oral souvent sur comment jouer tel ou tel grand maître, et donc on va avoir le célèbre violoncelliste Starker qui va publier sa propre édition des suites pour violoncelle de Johann Sebastian Bach, ou bien encore Alfred Cortot, le grand pianiste français, qui va publier toutes les œuvres pour piano de Chopin. Dans ces éditions, on va avoir toute une série d'indications sur le jeu, sur comment aborder tel passage avec tel ou tel doigté. Vous voyez ici le début d'une des études de Chopin, avec parfois presque un tiers de la page qui est pris par ces indications, et c'est le cas ici, qui sont donc de la main de Cortot et non celle de Chopin. On a des cas très intéressants dans ces éditions de travail qui nous renseignent plus sur l'éditeur lui-même que sur le compositeur parfois, mais ça peut être un témoignage de première main. Vous avez un cas célèbre qui sont les sonates pour piano de Domenico Scarlatti qui ont été éditées par Béla Bartók, donc le grand compositeur du XXe siècle. Donc ils vont nous renseigner évidemment sur la réception de Scarlatti par Bartók. Vous voyez ici une page avec toute une série d'ajouts qui ne sont évidemment pas d'époque. Dans ces éditions, on fait peu de cas des idées originales du compositeur, et puis la plupart de ces ajouts ne sont pas signalés comme tels. Après la Deuxième Guerre mondiale, en réaction à cette place trop importante que prend l'éditeur face au compositeur, on va avoir un nouveau type d'édition qui va apparaître, et c'est cette fameuse édition Urtext. Le terme Urtext vient de l'allemand, il signifie texte original, ou bien encore le texte sur lequel se base une traduction. On a par exemple cette mention dans une phrase typique allemande, hat Homer im Urtext gelesen, il a lu Homère dans le texte, comme on dirait en français. L'idée ici, c'est de choisir un texte qui a valeur d'original, et puis de produire une édition sur ce texte-là qui a existé à un moment donné dans l'histoire. L'éditeur va se baser la plupart du temps sur la première édition, si elle est du vivant du compositeur par exemple, ou alors du manuscrit autographe de la main du compositeur. Il va décider que c'est la source la plus fiable, principale pour établir son édition. C'est une maison d'édition allemande, Henle Verlag, qui va lancer cette chose-là après la Deuxième Guerre mondiale avec un certain succès commercial, et donc vous avez peut-être déjà remarqué ce genre de partition, donc Henle, avec la mention Urtext. Le but de ce nouveau type d'édition présenté dans la préface, c'est vraiment de débarrasser la partition de tout ajout éditorial pour permettre aux musiciens d'opérer ses propres choix en se basant sur une bonne source originale qui a existé à un moment donné. Si le but peut paraître louable, l'Urtext présente quand même un certain nombre de problèmes, notamment la valeur donnée aux sources, l'autographe, les manuscrits, des copies d'autographes, les premières éditions, deuxièmes éditions, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on fait effectivement des différentes versions, des variantes, puisqu'un compositeur peut revenir, retravailler une pièce. Dans ce cas, la deuxième édition sera peut-être meilleure que la première édition. L'idée de Urtext laisse entendre qu'il y a une version originale, fidèle à la volonté du compositeur, mais en réalité, on peut avoir une version finale qui est bien plus proche de celle du compositeur. À titre d'exemple, je peux vous montrer ici un lied célèbre de Schubert qui s'appelle Erlkönig, le roi des Aunes, qui a subi 4 versions différentes, 4 éditions du vivant de Schubert sous sa supervision. Donc vous voyez ici la première version, c'est simplement les 2 ou 3 dernières mesures qui changent. Dans la deuxième version, on a un petit changement, troisième version encore, et quatrième et dernière version du vivant de Schubert, encore une autre version.
Donc évidemment, quand vous éditez un urtext, c'est un tout petit peu compliqué. Quelle version vous devez choisir? Est-ce que c'est la première ou est-ce que c'est la dernière? Est-ce que vous signalez les variantes? Voilà, toute une série de questions se posent à l'éditeur. Si c'est le choix de la première édition qui est le plus souvent fait, ça pose néanmoins certains problèmes pour des compositeurs particuliers, notamment au 19e siècle. C'est le cas de Chopin. On a vraiment un problème lié à la valeur de certaines sources, puisque dans le cas de Chopin, on a un problème de droit d'auteur au 19e siècle, à savoir qu'on doit déposer une partition dans chaque pays, il n'y a pas une coordination européenne comme aujourd'hui, et donc Chopin va très régulièrement, pour toutes ses œuvres, publier une édition française, ensuite une édition allemande et une édition anglaise, souvent la même année, à quelques mois d'écart, pour garantir véritablement des droits d'auteur dans tous ces pays. Et puis régulièrement, on peut trouver des variantes entre l'édition française, l'édition allemande et l'édition anglaise. Encore une fois, qu'est-ce que doit faire l'éditeur ici face à un urtext? C'est une question qui est un tout petit peu compliquée. Vous voyez par ces quelques exemples que la notion de urtext, qui était tout à fait louable à l'époque, est devenue avec le temps un tout petit peu un compromis en réalité entre le marché et puis la rigueur scientifique. C'est évidemment impossible de satisfaire tout le monde. Puis là derrière aussi, il y a tout un aspect commercial fort, puisque toute une série de maisons d'édition se sont mis à produire des urtextes, ou en mentionnant en tout cas ce mot urtext qui fait plus vendre qu'une partition entre guillemets standard. De toute façon, on va avoir une intervention de l'éditeur qui va choisir la source idéale ou qui va ajouter certaines choses ou corriger certaines fautes quand la première édition est fautif. Donc vous voyez que le dire presque la même chose de Umberto Eco peut avoir un presque qui est plus ou moins élastique dans certains types d'éditions. Vous voyez ici un exemple d'édition d'une autre maison qui est donc Schott, aussi une édition allemande, qui propose évidemment des urtextes, et puis vous allez retrouver au sommet la mention Neue Ausgabe nach dem Urtext, donc nouvelle édition d'après un urtext. Et en réalité, elle est de nouveau remplie de doigtés, d'indications qui n'étaient pas dans l'autographe que je vous ai montré tout à l'heure de la main de Mozart. À côté de ces éditions de travail et de cette fameuse édition urtext, on trouve un troisième groupe d'éditions qu'on appelle souvent édition critique ou édition scientifique. Ces éditions sont mises au point au 19e siècle déjà. Il ne s'agit pas d'un urtext, mais le but ici c'est d'établir un état de l'œuvre aussi authentique que possible sur la base de toutes les sources et informations disponibles. Et puis le deuxième but, c'est évidemment de présenter suffisamment d'informations pour que l'interprète puisse faire les choix musicaux appropriés. Cette édition critique musicale utilise les mêmes méthodes que l'édition standard littéraire, donc qui viennent de la philologie, donc de l'étude des textes, en l'occurrence ici de la philologie classique et biblique allemande, puisque ces éditions naissent dans ce contexte. Et donc on va avoir évidemment la stématique, qui est, on va dire, l'étude de la filiation, de la généalogie de certaines sources. Vous pouvez avoir évidemment un autographe, qui est donc de la main du compositeur, mais vous pouvez avoir aussi des manuscrits qui ont été faits d'après une copie d'un autographe. C'est le cas chez Bach, notamment avec Anna Magdalena, sa femme, qui va mettre au propre plusieurs de ses œuvres. Donc cette source, c'est pas un autographe, c'est un manuscrit, mais qui a une certaine valeur. Vous pouvez avoir aussi des copies de premières éditions, qui seront donc un manuscrit, mais qui n'a pas du tout la même valeur que, dans notre cas, un manuscrit fait par la main de la femme de Bach. L'éditeur va donc exclure les sources jugées secondaires et puis essayer de trouver un ensemble de sources les plus fiables possibles. Il va évidemment aussi, dans un volume annexe parfois, décrire toutes ces sources, présenter toutes les variantes, vraiment avec toute une série de notes de bas de page ou dans un volume à part, comme je l'ai dit, pour avoir vraiment toutes les informations à disposition. La première édition complète du genre a été débutée en 1851, c'est la Bach-Ausgabe, donc l'édition complète des œuvres de Johann Sebastian Bach. Et puis à sa tête, on va retrouver Otto Jahn, qui est un philologue, qui vient de la philologie universitaire. Et puis par la suite, tous les grands maîtres du passé vont avoir leurs premières éditions. On a par exemple en 58 Handel, ensuite en 62 Palestrina, Beethoven en 62, en 1871 on va trouver Couperin, Mozart par la suite, Purcell, Machaut, Josquin, etc.
Ces premières éditions critiques sont vraiment extrêmement scientifiques, rigoureuses. Elles sont faites par des universitaires, par des chercheurs. Et puis malheureusement, on a très peu de considération pour l'exécution, pour les musiciens. Souvent, on a l'utilisation des clés anciennes, on a des symboles obscurs qui ne sont pas forcément explicités. Vous voyez ici par exemple une page d'une cantate de Bach. Et puis, exemple extrême, c'est les œuvres complètes de Guillaume de Machaut, faites par Ludwig. Vous voyez ici la partition, si vous êtes chanteur, c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver. Vous avez les reprises qui sont signalées d'une façon assez originale et vous avez une surcharge évidemment d'outillage critique en fond de page qui rend la lecture peu attrayante. Après la Deuxième Guerre mondiale, on va trouver une seconde vague de ces éditions critiques, un peu adaptées au goût du jour évidemment, avec des nouveaux critères éditoriaux et puis évidemment pour tenir compte des nouveaux documents qui ont été retrouvés, des documents inédits, des nouvelles sources, des nouveaux manuscrits et puis évidemment on va tirer profit aussi de cette expérience philologique du 19e siècle. On a par exemple à partir de 1954 une Neue Bach-Ausgabe, l'année suivante une Neue Mozart-Ausgabe, etc. Beethoven qui jouit d'une seconde édition en 61, pareil pour Schubert, Debussy, Schumann, Brahms, etc. Ces éditions naissent aussi dans une époque où les interprètes deviennent de plus en plus informés de toute une série de pratiques d'exécution et puis aussi d'outillage philologique. On peut voir ça comme une négociation, comme un compromis entre le chercheur et puis l'interprète informé. Je peux vous lire ici une citation de Dallaos qui résume bien la situation. On peut même affirmer que le principe de l'édition scientifique et pratique est porté par la conviction qu'une édition qui ambitionne la rigueur scientifique ne s'écarte pas nécessairement de l'usage pratique, mais qu'elle garantit au contraire un contact plus étroit avec la réalité de l'exécution, ou du moins offre la chance de ce contact. En d'autres termes, on estime qu'une réflexion philologique plus poussée et une utilité pratique accrue, loin de s'exclure, se complètent. Dans ces éditions, on ne va pas trouver des ajouts de doigté ou bien d'exécution avec des phrasés ou bien des nuances. Si je vous reprends cette fameuse sonate en fa majeur de Mozart qu'on a vue tout à l'heure, vous voyez ici la Neue Mozart-Ausgabe, vous avez très peu d'indications en réalité, c'est tout à fait fidèle à la pensée de Mozart. Et puis c'est à l'interprète intelligent de savoir restituer les nuances, le phrasé en fonction de sa connaissance stylistique de Mozart. Ces nouvelles éditions scientifiques se présentent très souvent sous la forme de deux volumes, comme c'est le cas ici pour des cantates de Bach. Donc ça c'est 4 cantates de Bach, et puis vous avez un volume tout à fait standard qui est, on pourrait dire, tout à fait facile à lire pour l'interprète standard avec les partitions. Et puis pour le musicien curieux ou pour le philologue ou le musicologue, vous avez pour chaque volume de partition, un volume supplémentaire qui est l'appareil critique, ici qui fait à peu près 180 pages, où vous avez la description des sources, la description de toutes les variantes, si c'est un dièse ou un bémol, les variantes de rythme, et puis aussi une étude de, disons, la stématique, ou c'est-à-dire le poids qu'a une source par rapport à une autre pour orienter le lecteur ou le musicien vers telle ou telle interprétation. On a très souvent aussi quelques informations sur le contexte, sur les musiciens en présence, sur l'effectif, etc. L'idée ici est donc de faire la synthèse de tous les documents à disposition du chercheur pour présenter la version la plus authentique d'une œuvre et non pas la plus originale. Dans l'ourtexte, on va plutôt réfléchir à une œuvre originale, ourtexte, qui a existé à un moment donné, alors que dans l'édition critique scientifique, on va présenter l'œuvre la plus authentique possible par rapport à la pensée du compositeur. L'autre avantage indirect d'une édition critique, c'est évidemment qu'elle va mettre à disposition parfois le savoir qu'un chercheur a accumulé durant toute sa carrière pendant 30 ou 40 ans, et donc il a consacré parfois sa vie à résoudre des problèmes éditoriaux posés par telle ou telle pièce, et donc une opinion fondée et extrêmement réfléchie. Dans cet univers empli de cas particuliers et d'exceptions, il n'existe évidemment pas une théorie de l'édition qui satisfasse à la multiplicité des situations et des utilisations. Chaque type d'édition peut être précieuse en fonction évidemment de l'interprète
spécifique. Il y a quand même quelques règles évidentes qui doivent présider à l'élaboration d'une édition, d'une bonne édition, à savoir que les objectifs et la méthode de l'éditeur doivent être clairement explicités. L'interprète doit pouvoir distinguer les ajouts éditoriaux du texte original, du compositeur, et puis l'intention originale doit être restituée le plus fidèlement possible. Si ces critères sont remplis, on peut penser qu'on a affaire à une bonne édition extrêmement sérieuse. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous à la prochaine lettre.